Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite... désolé parce que je suis en train de lire un message en même temps. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo autour des Chevaliers d'Émeraude, avec un petit tournoi pour déterminer le livre que je préfère. Alors, encore une fois, comme pour les vidéos de Molière, je ne sais pas dans quel ordre vont sortir ces vidéos, je regarde vite fait. Tac tac tac, alors Molière en mars, J'aimerais en juillet. Ok, ce sera. Ah non, il y aura eu une vidéo entre les deux. Ok. Mais comme du coup, comme pour la vidéo sur Molière, les Cheveux d'Émeraude, ça fait longtemps que j'ai lu. Alors pas aussi longtemps, pour moi c'est quand même un peu plus récent, les vidéos sur les Cheveux d'Émeraude, mais ça date quand même, hein. Ça doit bien faire au moins 10 bonnes années que j'ai pas relu les Cheveux d'Émeraude. D'ailleurs, ça fait bien 10 bonnes années que je n'ai pas relu un roman que j'adorais. Sur les Cheveux d'Émeraude, Harry Potter, Percy Jackson ou toutes ces conneries-là. Certes, j'ai découvert une super œuvre qui s'appelle Sanglante Hiver, donc je crois que je vous ai fait une vidéo pour présenter un peu l'œuvre. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, effectivement, j'ai pas beaucoup relu depuis que je suis à la fac, où il y a toujours des choses à lire, des articles, des machins. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a coupé l'envie de lire des choses. Même si avec les YouTube, j'essaye de me remettre petit à petit à lire, ce qui sera beaucoup plus simple quand j'aurai fini mes études. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, du coup, je viendrai de finir mes études, donc j'espère que j'aurai mon diplôme à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, les Cheveux d'Émeraude, pour moi, c'est une des sagas qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus, comment dire, inspiré dans la façon d'écrire. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, je lisais du Harry Potter, de Percy Jackson, donc j'avais beaucoup d'inspiration de ce personnage, où voilà, t'as le héros et quand tu suis que son aventure à lui et tout ça. Et c'est vrai que quand j'ai lu pour la première fois Cheveux d'Émeraude, et puis que t'étais là avec un chapitre, t'es avec Zélan, et puis avec un chapitre, t'es au niveau du roi avec Kira et tout, puis un autre chapitre, t'es avec le méchant, et puis bon, bien sûr, on est rarement avec l'empereur, mais plus avec les sorciers qui l'envoient, ou des trucs comme ça. Bref. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable cette façon d'écrire. C'est incroyable, parce que du coup, tu développes beaucoup plus ton univers en mettant plus de personnages en avant. Parce qu'avec Harry Potter, Percy Jackson, ton univers est assez limité, parce que tu vois ton univers qu'au prisme du regard du héros. Et c'est très bien, je dis pas le contraire, et Narnia c'est pareil. Même si du coup on a les quatre enfants, mais voilà. Et enfin, et pas que, hein, bien sûr, j'ai lu quasiment tous les tomes de Narnia. Il n'y a que le dernier que j'ai pas lu. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est souvent les romans avant, c'était quand même beaucoup, on suit le héros, et puis c'est tout. Et d'un coup, on est passé à, en fait, on ne suit plus que le héros, mais plusieurs personnages. Et pour moi, dans ma tête, ça a fait un déclic. Je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Je veux pas juste développer un héros. En fait, j'ai envie de développer plusieurs personnages. J'ai envie de développer un univers. Et quoi de mieux, justement, que de développer plusieurs personnages qui ont vécu différentes aventures à différents endroits et qui, du coup, font que l'univers est beaucoup plus développé. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc pour cette vidéo, j'enregistre mon écran, on voit direct. Donc le meilleur tome des Cheveux d'Émeraude, un ton favori. Bon, les Cheveux d'Émeraude, apparemment pour l'instant personne n'y a encore joué. Mais à côté, je vais avoir cette petite page, donc je ne sais pas si vous allez voir ce que je vous montre, parce que quand je enregistre mon écran, je crois que si je vais d'onglet à onglet, je crois que vous allez voir le changement d'onglet. Par contre, si je vais dans mon traitement de texte ou dans mes fichiers, par contre, ça, je crois que vous ne le verrez pas. J'en suis pas certain. Alors, depuis, il y a eu un tome zéro, mais le tome zéro, je ne l'ai jamais lu, donc je le compte pas dans la vidéo. Voilà. Donc, on lance le tournoi. Donc, comme je disais, avec le petit onglet à côté, du coup, à chaque fois, je vais lire les résumés quand il y aura un affrontement. Et du coup, je choisirai celui dont j'ai le plus de souvenirs et le plus de souvenirs agréables. Parce qu'il y en a un où j'ai eu un souvenir qui m'a fait mal. Bon, le tome 5, l'île des lézards, pas de duel. Alors, le tome 7, l'enlèvement, et tome 9, l'héritage de Dan Aliette. Alors, oui, comme je veux dire des résumés, si vous n'avez jamais lu Les Cheveux d'Émeraude et que vous ne voulez pas être spoilé,
je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo parce que je pense qu'il y a des résumés qui vont spoiler un petit peu ce qui s'est passé précédemment dans les tomes d'avant, puisque je vais lire tous les résumés. Donc il y en a qui vont peut-être, je ne sais pas vraiment, qui vont peut-être spoiler des trucs. Donc je préfère vous le dire, si vous voulez pas être spoilé, que vous voulez découvrir Cheveux d'Émeraude par vous-même, je vous conseille plus de lire et pas trop regarder cette vidéo, ou du moins de venir la regarder, vous, je sais pas, vous la mettez en favori, vous la mettez de côté, et vous revenez la voir dans 1, 2 ans, quand vous aurez lu tous les tomes. Enfin, quoique 1 an c'est suffisant pour lire les 12 tomes, hein, vous en lisez un par mois, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, parce que je ne veux pas être coupable de spoil ou quoi que ce soit, même si normalement les résumés sont pas censés le faire. Donc, tome 7, l'enlèvement, donc on va aller lire son résumé. Donc après des siècles de paix, les armées de l'empereur... Ok, donc ça doit être un résumé global, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, je vois, tome 9, c'est... Enfin, oui, c'est vrai que tout est décalé, mais oui, du coup, ouais, ici c'est pareil. Donc un départ tragique déclenche cet événement inattendu au château d'Emeraude. Weylan, alors moi je l'appelle Vélan, j'ai un ami qui dit Weylan, voilà, ça dépend des gens. Reçoit un héritage, un curieux bijou doté d'un fascinant pouvoir magique. Mais ça, j'avoue que déjà, je m'en souviens pas. Au même moment, il découvre que le renégat a emprunté un nouveau corps, devra-t-il une fois de plus affronter Onyx. Ça, je m'en souviens. Lors d'une attaque sournoise du sorcier Asbest, les hommes insectes réussissent à s'emparer d'un chevalier pour le livrer à l'empereur noir. Waouh, ah, attends, waouh, je crois que je me... Mais Ovelan et son nouvel allié n'ont pas l'intention d'abandonner leur frère d'armes. Ensemble, ils conçoivent la plus périlleuse de toutes les missions jamais entreprises par les chevaliers. Réussiront-ils? Ça n'empêche, c'est cool de faire ça parce que ça me rappelle des souvenirs. Je me souviens pas de tout, mais ça, je crois que ça me rappelle des souvenirs. Je me demande si c'est pas en plus un des plus anciens chevaliers qui a été enlevé. Enfin, bref, je sais plus trop. Et l'héritage de Dan Elliott, le tome 9. Donc lui, assailli par les armées impériales, Vélan doit envoyer ses hommes sur plusieurs fronts. Le nouveau roi d'Emeraude lui propose une des armes interdites que le dieu Daneliet a léguées aux humains pour se protéger. C'est un cadeau difficile à refuser. Putain, je m'en souviens pas de ces armes-là. Tandis qu'il défend le royaume des elfes, les chevaliers capturent une curieuse créature bleue, ignorant ses véritables desseins. Désireux de venir en aide à son père, Dylan apprend une nouvelle façon de capter les mouvements d'énergie. Mais lorsqu'il s'en sert pour la première fois, il heurte à la résistance d'une jeune fille qui changera jamais le cours de son destin. Et contre toute attente, la prédiction d'Elund au sujet du retour d'un héros se réalise, mais ce grand guerrier n'arrive-t-il pas trop tard? Surmonter la mort. Alors oui, le retour de ce personnage-là, enfin je sais pas si c'est vraiment lui, mais oui, le retour d'un personnage, je m'en souviens, le reste, j'en ai zéro souvenir. Donc on va aller sur l'enlèvement. Ensuite on a représailles, le journal d'Onyx. À petit affrontement, la princesse rebelle et Irianette. Donc le tome 4. À 19 ans, Kira devient enfin chevalier et épouse sage d'Émeraude, ignorant qu'il est possédé par l'esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier décide de se venger du magicien de cristal, les chevaliers d'Émeraude doivent déployer toute leur force pour l'empêcher de détruire leur allié. Redevenu lui-même, Sage est confronté à une vie dont il n'a aucun souvenir. Soumis à nouveau aux épreuves magiques d'Elund, le jeune guerrier réussira-t-il à conserver son titre? Tandis que les célébrations organisées en l'honneur du chef des dieux Parandar battent leur plein, un homme agonisant se précipite dans la grande cour du château d'Emeraude et annonce au chevalier des créatures inconnues déciment la côte. Ok, alors celui-là j'en ai pas trop de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs de la couverture, parce que c'est la première fois que j'avais une couverture avec Kira dessus, enfin en dehors de là où elle est bébé, quoi, mais du coup, en fait, non, on la revoit jamais sur une couverture. Mais je sais pas pourquoi cette couverture, elle m'a toujours. J'ai toujours beaucoup aimé la couverture avec Kira. Et 12, bon, Irianet. Pressé par l'ennemi, Onyx adoube les écuyers, les jugeant capables de se débrouiller seuls. Mais la perte du grand commandant de l'armée continue de démoraliser les chevaliers. Déchirés par le chagrin, l'un d'eux quitte même leur rang. Malgré les bons soins dont l'entourent les araignées Liam dépérit, comprenant qu'il ne verra plus jamais sa famille et ses amis. Mais ces derniers ne l'ont pas oublié et feront tout en leur pouvoir pour lui venir en aide. Acceptant enfin son destin, la princesse rebelle se porte au secours du porteur de lumière et des cheveux d'émeraude qui subissent les attaques répétées de l'empereur noir. Cependant, Asbeth a préparé un piège pour elle. C'est finalement sur Irianet qu'a lieu le dernier de tous les combats, mais qui en sortira vivant.
Ok, donc il se passe beaucoup de choses dans le dernier tome. Bon, après j'ai pas de souvenir du 4, donc on va aller sur celui-là. Alors, 3 pièges au royaume des ombres. Allez hop, on remonte là. Âgé de 15 ans, Kira, devenue écuyer d'Émeraude, accompagne désormais le chevalier et se révèle une magicienne puissante lors des combats contre l'armée des hommes insectes. Le porteur de lumière, personnage central aussi, voit enfin le jour. Dès le tome 3 qui naît. Ok. Le porteur de lumière, personnage central de la prophétie, voit enfin le jour. Amécarette, sait qu'il a pour mission de détruire son empire. Le magicien de cristal pourra-t-il défendre le nouveau-né contre les terribles machinations de l'empereur noir? Vélan et ses vaillants chevaliers devront au même moment répondre à l'appel de traite des hybrides du royaume des ombres en affrontant de redoutables dangers. Car le monde des esprits n'est pas ce qu'il paraît. Putain, et ça date, hein, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait des premiers tomes. La justice céleste. Emprisonnée dans le passé, Kira cherche désespérément une solution pour rentrer chez elle. Les anciens Enkiev lui seront d'un précieux secours, mais leurs facultés magiques limitées. En dépit de ses blessures et de l'infidélité de son serviteur Ailé, Akuretari demande un ennemi redoutable. Profitant du chaos sur le continent, il y déclenche de terribles cataclysmes. Seul un douloureux sacrifice de la part d'un chevalier pourra enfin mettre un terme à sa vengeance. Alors que les habitants d'Enkidier font face à une nouvelle menace, Empereur décide de porter le coup de grâce aux cheveux d'émeraude et à leurs alliés. Il est toutefois l'ose douter que l'amour innocent d'un enfant et le courage d'un elfe vont mettre à mal ses projets d'invasion. Bon, celui-là j'ai un souvenir particulier, mais le tome 3, pas beaucoup. Donc là on n'a pas d'adversaire. Et là, on a quoi? Tome 8 et tome 1. Donc le tome 1, bon, lui, j'en ai des souvenirs parce que c'est le seul que j'ai dû lire plusieurs fois. Donc après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir avec Arrête envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidia. Les chevaliers d'Emeraude doivent alors protéger Kira, l'enfant magique lié à la prophétie et qui peut sauver le monde. Comment ces monstres redoutables parviennent-ils à s'infiltrer sur le territoire d'Enkidia sans être repérés par les chevaliers d'Emeraude? En plus, Asbeth, le sorcier de... Ah mais non, ça c'est le tome 2 que je suis en train de lire. Se déroulant dans un monde oublié et dans des temps lointains, cette épopée tumultueuse raconte l'histoire de Kira, l'enfant mauve conçu lors du viol de la reine Fan par Amécarette, l'empereur noir. Les chevaliers d'Émeraude devront mener de durs combats pour protéger cette petite fille afin qu'elle s'accomplisse la prophétie qui verra la destruction d'Amécarette. Apprenant que l'empereur noir s'apprête à envahir le continent de nouveau, le roi d'Émeraude, soucieux de protéger tous les peuples d'Unkidiev, ressuscite un ancien ordre de chevalerie. Choisis pour leur don particulier dotés de pouvoirs magiques, les nouveaux chevaliers d'Émeraude sont au nombre de 7, 6 hommes et une femme. Au moment où les compagnons d'armes se disent être enfin prêts à combattre, la reine Fan de Chola demande audience à Émeraude Ier et lui confie Kira, alors âgée de 2 ans et encore inconsciente du rôle qu'elle sera appelée à jouer dans le futur des hommes. Ce jour-là, Vélan, le chef des chevaliers, tombe profondément amoureux de la reine. Malheureusement, le royaume de Chola subira les attaques féroces des dragons de l'empereur noir et tous les Choliens, y compris la reine, seront massacrés. De cœur brisé, Vélan devra organiser la défense d'Enkidiev et repousser les forces du mal. Donc ça, j'en ai quand même quelques souvenirs du tome 1. Ensuite, tome 8. Tome 8, donc du coup, un vent de panique souffle sur le château d'Emeraude. Vélan s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment de chevaliers pour contrer les futures invasions de l'Empereur Noir. Pour y remédier, Jennifer, Lassa et Liam font appel à la magie des anciens. À peine remis des bouleversements imprévus provoqués par ces sortilèges, il affronte un mystérieux ennemi en provenance du ciel. Sauront-ils du coup se défendre contre les dieux déchus? De ce côté, Onyx part à la recherche d'une arme divine cachée dans la partie la plus méridionale du royaume. Celle-ci serait capable de renverser l'ordre du monde, mais Onyx sera-t-il assez puissant pour la maîtriser? Pendant ce temps-là, guidés par Asbeth, les troupes de l'Empereur Noir réussissent à se rendre jusqu'au château d'Emeraude. Ah oui, carrément. Bon, là j'ai plus de souvenirs du tome 1. Donc on avance entre le tome 1 et le tome 12. J'ai plus de souvenirs du tome 1. Encore une fois, c'est le seul que j'ai lu 2 fois. Alors là, le tome 6, on n'a pas lu son résumé, donc on va le lire. Grâce à Kira le chevalier, Vela découvre le journal du renégat et y apprend le sort qui sera réservé à ses soldats si l'empereur noir décide d'adopter la même stratégie militaire que jadis. Effrayé, il tente de convaincre le chien de cristal d'augmenter ses pouvoirs magiques. Pendant ce temps, le sorcier Asvet envoie un nouvel ennemi à l'attaque d'Enkidiev, tandis que le chevalier se porte au secours
des habitants de la côte. Vélan a l'occasion de régler définitivement ses comptes avec le roi des elfes et reçoit des dieux un présent inestimable. Mais il ne doute pas que l'ennemi est beaucoup plus proche qu'il ne le pense. Je me demande si c'est pas dans celui-là où il y a le sorte de sorcier requin ou je sais pas quoi là. Bon, pour l'instant, je vais prendre la justice céleste parce que bon, j'ai au moins un souvenir très particulier. L'île des lézards, pareil, celui-là on n'a pas lu le résumé. N'écoutant que leur courage, les d'émeraude partent au secours des femmes et des fillettes enlevées au royaume de cristal par les lézards et retenues prisonnières sur leur île lointaine. Velan emmène avec lui quelques hommes. Kira fait partie de cette périlleuse expédition, de même que le magicien de cristal qui leur réserve une surprise extraordinaire. Pendant ce temps, Dempsey veille sur les jeunes chevaliers et les écuyers. Mais une nouvelle menace plane à l'horizon. Un serviteur de l'empereur noir surgit des flots. Ah non, c'est dans celui-là. Ok. Et s'en prend aux plus vulnérables. Pris au piège, Dempsey et ses frères d'armes seront-ils protéger le continent face à ce véritable adversaire. Donc hop, on va sur le top 5. Et ici, du coup, le 2 et le 10, on n'a pas lu les résumés. Enfin, le 2, j'avais commencé alors que c'était pas le bon moment. Donc ça, tout ça on a dit, comment ces monstres ok. En plus, ça pourrait être enlevé, Kira, afin d'accroître sa puissance. Avant d'affronter son redoutable homme-oiseau, le chef des chevaliers, Vélan se rend au royaume des ombres, où il doit recevoir l'enseignement des maîtres magiciens. Là, il va découvrir un terrible secret. Ok. Pas énormément de souvenirs du tome 2. Bon, Asbeth, j'ai beaucoup de souvenirs de sa résistance et tout, mais le tome en lui-même un peu moins. Ok. Et le 10, arrivé au terme de leur période embryonnaire, des milliers de larves cachées dans le sol d'Enkilis s'apprêtent à sortir de leur torpeur. Après quelques années de paix, les chevaliers doivent donc se préparer à affronter de ce nouveau fléau. Bien décidé de se venger à Pandar, le dieu déchu Akuretari profite de cette nouvelle invasion pour attaquer les humains en possession des armes de Danaliet. Il apprendra à ses dépens la force de leur instinct de survie. C'est lors d'une tragédie au royaume de Diamant que le roi Onyx monte sur son vrai jour. Son attitude imprévisible sèmera le doute dans l'esprit de ses chevaliers. Malgré tout, son fidèle ami Adrian d'Argent tentera de le ramener à la raison. Frustré par les incessants déboires de son sorcier, l'empereur noir se décide à passer lui-même à l'attaque. Avec cette terrible incursion, commence la réalisation de la prophétie, mais en même temps, Lord se retrouve privé du précieux bouclier de Lhasa. Ah oui, parce que lui, bon, on se souvient de ce qui se passe pour certains. Bon, deux tomes dont j'ai pas beaucoup plus de souvenirs que ça. Je vais aller sur Asbeth parce que j'aime bien sa couverture. Entre le 1 et le 11, je préfère le 1 parce que le 11 c'est là où meurt un de mes personnages préférés. Et là, je me souviens plus du 5. Et entre le 1 et le 5, je pense que je vais voter pour le tome 5 parce que j'avoue que c'est quand même un tome que j'aime beaucoup, notamment par rapport à Santo, voilà, où ils vont sur l'île des lézards à la base pour sauver des gens, puis ils se rendent compte que la vie sur l'île des lézards est très particulière et tout ça. Et il y a même Santo qui, je crois, veut rester pour venir en aide aux gens, enfin bref. L'histoire du tome 5 est vraiment pas mal, enfin, même les Chevaliers d'Emeraude en général, c'est très bien, même si, comme vous avez vu, j'en ai perdu quand même quelques souvenirs. Mais voilà, moi j'aime beaucoup et je vous conseille de lire parce que c'est vraiment très très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, enfin d'abord à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez de Chevalier d'Emeraude si vous avez déjà lu et lequel est votre tome préféré. Sinon, n'hésitez pas à aller en description et mettre un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et l'envie de soutenir nos projets. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!